On parle de financement et de souveraineté énergétique tout de suite avec mes invités. Bérénice Arbona, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable de la dette privée infrastructure à la Banque Postale Asset Management. Et Nicolas Rochon, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, le président et fondateur de Airgreen Invest. On va présenter rapidement vos deux structures. La Banque Postale Asset Management, c'est quoi le rôle de cette business unit ? Alors, la Banque Postale Asset Management, c'est la partie gestion d'actifs du groupe Banque Postale. Aujourd'hui, je travaille au sein d'une plateforme European Private Market qui en fait rassemble toutes les expertises de LBPAM sur les actifs privés. Et donc au sein de cette plateforme, nous avons investi plus de 8,4 milliards d'euros sur plus de 300 projets mid-market partout en Europe. On gère plus de 26 fonds. Et sur la partie dette infrastructure, on a levé 4 milliards d'euros sur la classe d'actifs qu'on investit au travers de 8 fonds que nous avons sous gestion pour notre clientèle d'investisseurs institutionnels. Oui, et puis on pourra prendre évidemment quelques exemples d'investissement ensemble. Nicolas Rochon, présentez-nous Airgreen Invest. Airgreen Invest, c'est une société de gestion indépendante spécialisée dans l'investissement des infrastructures de la transition énergétique. On a été créé il y a 15 ans. Et aujourd'hui, on a des stratégies d'investissement en equity et en dette pour l'Europe, en angle transition énergétique qui va de la mobilité à la production et à la gestion des réseaux. Combien de projets vous avez financés? Ça représente quelle capacité totale en quelque sorte? On a financé plus de 3000 projets. Il y a plus de 3,3 milliards d'euros d'investissements qui ont été réalisés depuis 15 ans, avec une accélération très forte les 5 dernières années, puisque la transition énergétique est devenue à l'échelle compétitive dans de nombreux pays européens. Je vais vous poser la même question à tous les deux. Est-ce que finalement vous prenez le relais d'un investissement public ou de ressources publiques en Berne? Est-ce que vous avez ce sentiment ? Alors, il est vrai que l'investissement public est plus contraint que ce qu'il n'était autrefois. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ce besoin de mobilisation des capitaux privés est nécessaire pour en fait arriver à surmonter le challenge du mur d'investissement qu'on a devant nous. Mur d'investissement pour à la fois assurer la transition énergétique, la transition digitale et les transitions qui sont nécessaires pour nos sociétés, et également transitions qui sont nécessaires pour asseoir notre souveraineté et notre compétitivité en Europe. Donc si on donne effectivement, et c'est vraiment important, et si on donne quelques chiffres, c'est 12 trilliards d'investissements qui sont nécessaires d'ici à 2040 pour qu'on arrive à assurer cette souveraineté. Donc 12 trilliards, c'est 12 trilliards. 12 000 milliards, c'est ça? C'est ça. D'accord. C'est pas moi qui ai sorti ce chiffre, c'est Boston Consulting Group qui vient de sortir une étude sur le sujet. Donc quand on parle de mur d'investissement, c'est un mur qui est assez colossal et on se rend bien compte qu'effectivement les capitaux publics n'arriveront pas à gérer tout seul ce mur de financement. Oui, on se rapproche de l'Everest d'une certaine façon. Donc c'est logique que l'investissement, en fait c'est presque complémentaire. Est-ce que vous diriez ça, investissement public et investissement privé? Je dirais surtout que c'est une très bonne nouvelle que l'investissement privé soit capable de participer notamment à la transition énergétique. Ça veut dire qu'elle est compétitive, qu'elle est rentable et qu'elle offre des solutions aux populations, aux gouvernements, aux entreprises. Et autant il y a 20 ans, on avait vraiment besoin de supports très importants, notamment pour les subventions, pour pouvoir lancer ce chantier. Aujourd'hui, le relais est vraiment donné au privé et il y a les moyens d'offrir des solutions rentables et efficaces. Donc on peut le faire. Et alors sur l'énergie spécifiquement, en quoi ce modèle dont vous nous parlez, il est à l'œuvre et primordial? Alors le vrai sujet, c'est que le cas de la France est très différent du cas de l'Espagne, de l'Italie et de la Roumanie. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'échelle de l'Europe, pour l'énergie, il n'y a pas de solution en Europe sans investissement massif dans la transition énergétique. Mais attention, ce n'est pas forcément une transition environnementale. Je parle bien de transition énergétique. Comment faire en sorte que l'Europe retrouve une souveraineté énergétique, une indépendance? On n'a pas de ressources fossiles, donc l'électrification est une solution évidente, on n'a pas le choix. Ça passe par le nucléaire bien sûr, mais évidemment par du renouvelable, qui est la solution la plus rapide pour passer à l'échelle sur le court terme. Dans certains pays, on va accélérer très fort dans la production, je pense notamment dans les pays d'Europe de l'Est, de l'Italie. Dans d'autres pays déjà plus décarbonés, comme la France ou les pays nordiques, on peut passer à l'autre étape, qui est d'accélérer fortement sur la mobilité, sur les réseaux. Donc
un plan d'investissement massif dans les prochaines années est différent de zone par zone. Mais le point très important, et c'est le grand changement, c'est qu'il faut qu'elle soit efficace, rentable et qu'elle offre des solutions au gouvernement et aux populations. Et donc il y a un changement très fort par rapport aux 2-3 dernières années qui a été accéléré par la crise. Vous avez senti aussi cette mutation finalement des investissements dans le domaine énergétique accélérée par la crise qu'on a vécue collectivement? Complètement. En fait, il y a quelques années, l'accélération, on l'avait senti très fortement grâce aux objectifs ambitieux que s'était fixé l'Union européenne en termes de développement des énergies renouvelables. À partir de 2022 et des problèmes de dépendance énergétique qui ont été révélés à tout le monde, on a senti qu'il fallait à la fois effectivement, bien évidemment, continuer d'accélérer dans tout ce qui est développement des énergies renouvelables, mais également penser autonomie énergétique, efficacité énergétique et souveraineté. Et c'est vraiment un changement de paradigme qui a été très important et assez massif. Pour vous donner des exemples, aujourd'hui, nous continuons, notre taux de dépendance énergétique en 2023 était de plus de 58% au sein de l'Union européenne. Oui. C'est-à-dire que par rapport à notre consommation finale, nous importons plus de la moitié de l'énergie dont on a besoin. Donc, ce n'est pas uniquement effectivement des enjeux de décarbonation qui sont nécessaires pour que notre société des enjeux de souveraineté, c'est ce dont on parle. Puisse arriver dans pour qu'on puisse effectivement habiter dans un monde durable et soutenable. Mais il y a également des enjeux de réfléchir et repenser notre mix énergétique, la manière dont on utilise cette énergie pour qu'elle soit effectivement, pour que cette transition puisse se faire dans le bon sens. Et donc, on a vu vraiment ce mouvement décarbonation et aujourd'hui, c'est en même temps, donc c'est décarbonation et souveraineté énergétique. Oui. Avec une France qui est quand même mieux lotie que d'autres pays européens en la matière, est-ce que c'est plus difficile de convaincre quand on se parle à des interlocuteurs français qui disent oui mais nous on a notre capacité nucléaire donc finalement on est un peu plus tranquille en termes de souveraineté? Oui, c'est de toute façon assez compliqué de parler de transition énergétique en France à la base parce que c'est un sujet qui a été politisé. Oui, c'est vrai, qui antagonise le débat. C'est l'inverse de ce qu'il devrait faire. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que la question de la souveraineté, c'est quelque chose qui réunit finalement tous les extrêmes et même le centre. Alors, avec cette urgence d'être compétitif, de redévelopper nos industries, on peut penser que la transition énergétique va aussi, par certains aspects, pouvoir se développer en France. Mais il faut avouer que le timing est vraiment très compliqué pour la France, alors que nos voisins européens accélèrent massivement. Et ceux qui étaient les plus négatifs pour la transition énergétique il y a 10 ans, je pense notamment aux Polonais, je pense aux Roumains, je pense aux Bulgares, et ben ce sont eux qui sont les plus grands installateurs de solutions. Peut-être parce qu'ils avaient plus de retard à rattraper. Parce qu'eux, ils attendaient que ça soit compétitif. D'accord. Et ils n'étaient pas dans la transition environnementale. Oui. Maintenant que leur indépendance et la compétitivité de leur entreprise est liée à un accès de l'énergie pas cher, bien sûr, la transition énergétique avec la composante renouvelable devient une solution et donc s'accélère. Et le point très important aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est fondamental quand on parle de souveraineté, c'est que il va falloir accélérer très fortement, mais on ne pourra pas le faire seul. Il faudra le faire avec l'Asie. Parce que si on n'a pas les composants asiatiques pour produire à des coûts compétitifs, on n'est pas capable de le faire. Et il va falloir planifier sur des temps longs, 10, 15 ans. L'énergie, c'est quelque chose de minimum à 20 ou 30 ans. Et si on veut renouveler le succès du nucléaire en France et du plan de Gaulle-Pompidou, notre chance aujourd'hui pour l'Europe, c'est d'arriver à faire le même dans cette transition énergétique qui aura une part de décarbonation, une part de réalité avec du nucléaire aussi. Mais l'objectif numéro 1, il n'y a pas de croissance économique sans un électron compétitif. On va prendre, tiens, je vous propose à chacune de donner un exemple peut-être un peu emblématique. Je commence avec vous, Bérénice Arbona, exemple de... À la fois, on parle de transition énergétique et justement de compétitivité industrielle. J'ai un très bon exemple effectivement qui me vient en tête. C'est un projet qu'on a financé. C'est un projet qui consistait en la mise en place d'une nouvelle centrale de cogénération biomasse dans un site industriel dans l'est de la France. Oui. Au départ, on peut penser qu'il s'agit uniquement d'un projet de transition énergétique ou de transition environnementale parce qu'on va remplacer en fait de l'énergie qui fonctionnait sur du gaz
part effectivement de la combustion de biomasse, mais en fait le projet va beaucoup plus loin que ça. C'est un projet qui peut illustrer vraiment les liens intrinsèques qu'il y a entre transition énergétique et souveraineté. Sur ce projet, donc centrale de cogénération biomasse, elle produit à la fois de l'électricité et de la vapeur. C'est un site de pâte à papier, c'est ça? Alors, ça permet effectivement d'alimenter tout un écosystème d'usines qui est dans le secteur du papier. Okay. Et donc, grâce à la mise en place de cette source d'énergie compétitive, ça a permis d'asseoir la présence dans cette zone en France de ce fabricant de pâte à papier qui a pu réaliser son plan de conversion du papier vers le carton qui est beaucoup plus utilisé aujourd'hui qu'autrefois. Et grâce à cette source d'énergie compétitive, ça a permis de pérenniser 355 emplois sur site, de créer plus de 300 emplois indirects et donc d'avoir vraiment un écosystème vertueux jusqu'à l'utilisation de la ressource qui est utilisée pour produire cette énergie, parce que le bois qui est utilisé, c'est pas du bois, donc on ne va pas couper des forêts pour créer de l'énergie, on va utiliser en fait des déchets de bois. Donc c'est du bois de catégorie B, donc c'est des déchets qui sont sourcés localement, par exemple du bois de construction, qui vont être utilisés pour fabriquer l'énergie, pour que cette entreprise puisse rester sur site et être compétitive en Europe. Donc pour moi, c'est vraiment une excellente illustration de comment, en investissant dans la transition énergétique, on arrive en fait à asseoir la compétitivité européenne. Ouais. Allez, un exemple aussi, Nicolas Rochon, 1 minute 30 pour le présenter. Très vite, je vais même vous en donner deux. Un en France, le stockage. On a investi et développé à côté du fondateur et président Jean-Christophe Kerdeluet le leader européen de la solution de stockage. Donc leader en France avec près de 60% de part de marché et aussi en Finlande, sans subvention, que par une solution économique pour équilibrer le réseau, alors que la transition énergétique l'a un petit peu a contribué à le déstabiliser. Et aussi le réchauffement climatique, puisqu'elle a des conséquences sur la gestion des centrales nucléaires. Et par ces solutions d'équilibrage du réseau, sans subvention, on a réussi à le faire. On a couplé ça aussi avec la recharge rapide de véhicules. Et on a la solution la moins chère du monde, parce qu'on recharge à 25 cents du kilowattheure en 15 minutes, n'importe quel véhicule. Donc ça, c'est un succès incroyable en France, c'est la première licorne française dans la transition énergétique. Et un exemple étranger alors? L'exemple étranger, on a créé le leader européen dans les Balkans de la production et de stockage de solaire et d'éolien. Pourquoi? Parce que là-bas, en produisant et en stockant, on produit à 35 € du kilowattheure, quand le prix de l'énergie est en moyenne entre 90 et 100 €. On n'a pas besoin de subvention et on a une solution locale. Merci beaucoup, merci à tous les deux, c'était passionnant. On continue de dérouler le fil de ce Smart Impact spécial Paris Infra Week ici à Bercy. On va parler des corridors stratégiques.